aussi partir de ce qui s'est passé au cours des 20 dernières années de ma vie, par exemple. Moi, j'ai vécu en Amérique du Nord pendant 18 ans et je suis revenu en Bretagne. Et en fait, j'ai l'impression de ne jamais être arrivé en Amérique du Nord et de ne jamais être revenu en Bretagne, en fait. Parce que je ne serai jamais américain ou canadien. Ce sont des cultures trop différentes de la mienne. Pourtant, ce sont des pays qui me fascinent, que j'adore, enfin surtout les États-Unis. Et je suis revenu en Bretagne, mais je n'ai pas retrouvé la Bretagne telle que je la connaissais avant. Elle a changé, mais moi aussi j'ai changé. Donc j'ai vraiment l'impression d'être entre les deux en fait, ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire de ne plus avoir de culture. Ou plus exactement, que ma culture, c'est uniquement ce que j'ai gardé de permanent au fil de ces déplacements. Et c'est la langue. La langue en fait, c'est ça la culture de l'écrivain. C'est sa langue. Si on veut vraiment parler de territoire, le territoire c'est justement ce qu'on habite. C'est-à-dire que le propriétaire, quelquefois, n'habite pas son territoire. La possession, elle n'est pas matérielle, elle est dans le regard, elle est poétique en fait. Et elle n'est pas violente surtout, et elle n'est pas, enfin, elle n'est pas homologuée quoi. C'est quelque chose de clandestin. Bon, je pense que je suis influencé par mes origines bretonnes, mais d'une manière qui est totalement inconsciente et involontaire. Et qui passe même pas par une langue, parce que je ne parle pas le breton, ce dont j'ai honte. Mais donc il y a quelque chose, mais c'est très mystérieux. La langue, c'est quand même la colonne vertébrale d'une manière de penser, de ce qu'on appelait une culture, mais surtout de la façon dont on pense, puisqu'on pense à travers une langue. Une langue est un prisme, comme on sait. Et donc, néanmoins, bon, j'ai souvent pensé qu'il y avait quand même des scories ou des retombées d'une culture, même dans une autre langue. Ce que je cherche, moi, quelle que soit la technique utilisée, c'est la fulgurance. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de mots inutiles, et que la fulgurance, c'est pas seulement l'économie des moyens, ça c'est le propre de la poésie en général, mais c'est aussi la recherche de l'impact maximum. C'est une forme de violence esthétique, c'est effectivement, mais une violence qui n'est pas une brutalité, qui n'agresse pas l'autre, mais qui est simplement la vie portée au plus haut niveau, quoi, et qui donne envie de vivre aussi au lecteur, qui le fait rêver, donc, et donc j'écoute de la musique tous les jours, et quand j'ai la chance de découvrir une musique qui, que je ne connais pas, enfin je veux dire par là, quelque chose qui me surprend, c'est très rare. Mais quelquefois, on tombe sur quelque chose qu'on n'a jamais entendu. Et alors là c'est fabuleux, parce que ça ouvre aussi des perspectives en littérature. Les jeunes gens n'ont pas compris à quel point il y avait cette puissance dans la poésie et que c'était là qu'il fallait aller voir, quoi. Et autant que dans la musique, qui est un art qui avait accompli des mutations incroyables et passionnantes, et que la poésie, c'est aussi c'est un vecteur d'avenir, parce que c'est ça qui secoue vraiment les choses, qui donnent des coups de pied dans la fourmilière. C'est le rock and roll de la langue, la poésie. Et eh bien, s'il y a cette puissance, les gens viennent. Enfin, je veux dire que Cocteau disait l'art n'a pas à être évasion, il est invasion. Donc, si une œuvre d'art est vraiment puissante, elle envahit, quoi. Je veux dire, on n'a pas à plaire, on ne peut pas plaire à tout le monde de toute façon. Et il ne faut surtout pas chercher à le faire, je pense. Mais petit à petit, les gens viennent et puis écoutent. C'est très progressif, c'est très lent. Comment est-ce que rendre cette parole justement percutante, c'est en étant crédible, c'est-à-dire en mettant sa vie en accord total avec ce qu'on écrit. Et qu'il n'y ait pas de jeu, qu'il n'y ait pas de mensonge, qu'il n'y ait pas de lâcheté, et que ce qu'on écrit soit en accord absolu avec ce qu'on vit et inversement, quoi. On ne peut pas écrire si on ne se nourrit pas du réel, c'est impossible. Et on appartient à une époque. C'est souhaitable d'ailleurs d'être un citoyen de son époque. Je m'intéresse à énormément de choses. Bon, la politique étrangère, par exemple, me passionne. Et ça m'intéresse vraiment. Mais c'est la façon dont c'est traité qui, non seulement ne m'intéresse pas, mais me révolte.
Parce que, on ne s'adresse pas à l'intelligence des personnes qui sont là. On n'essaie pas d'élever les gens. On essaie de les enfoncer dans des platitudes, des préjugés, des choses dont on suppose qu'ils vivent dedans toute la journée. En fait, on les laisse là mijoter dans une forme de médiocrité qu'on présuppose chez eux. Et ça, c'est insupportable. L'imaginaire est toujours plus pauvre que la réalité. Et donc, le véritable incroyable, il est dans le réel. Du coup, je lis beaucoup de livres scientifiques, en fait. Pour moi, la science est la nourriture de la poésie. Hein. C'est à partir de la science que, justement parce que je ne crois pas à l'imaginaire, que je crois au réel, que le rêve, c'est dans la science et dans la connaissance que le rêve s'enracine et qu'on découvre des horizons qu'on ne soupçonnait pas. D'autre part, en ce moment, mais il se trouve que c'est très récent, je lis beaucoup de littérature enfantine, parce que bon, je n'ai pas du tout l'ambition d'en écrire, parce que je crois que c'est très très dur d'écrire pour les enfants, mais je me suis dit que il fallait sauvegarder l'enfant qui est en soi, en chacun d'entre nous. Et ça, c'est très important. Et de retrouver ce regard et une autre vision des choses. On ne se dit plus, on est adulte, on ne se dit plus, on est vieux. Enfin bon, je veux dire qu'on a tous les âges en même temps. On essaye de nous enfermer dans des systèmes de pensée qui sont eux-mêmes colonisateurs. Qu'ils soient liés à des colonisations historiques, bon, bah, c'est souvent le cas, mais bon, je veux dire que ce que j'appelais l'idéologie, c'est exactement ça. C'est une pensée manipulatrice qui protège des intérêts, souvent des intérêts politiques et économiques. Donc c'est une autre forme de colonisation, bien entendu. Et en fait, penser, et c'est là le but aussi bien de l'art que de la philosophie, hein, penser, c'est justement démonter ces mécanismes et puis c'est les faire exploser. Et bon, au moins ça, et puis éventuellement proposer autre chose. Parce que quand on dit non à quelque chose, on dit forcément oui à autre chose. Enfin bon, c'est ça. Je crois qu'il y a une colonisation de la pensée qui n'a jamais été aussi forte qu'aujourd'hui. La création aujourd'hui, c'est elle, au fond, qui contribue, c'est une forme de levain de la société, c'est elle qui contribue à faire évoluer la société, quoi.